Et c'est donc la 54e Filiconie qui sera consacrée à une œuvre en particulier, puis deux, puisqu'en fait c'était impossible de la séparer de l'autre, donc j'ai fait les deux. Deux œuvres qui sont, la première est datée approximativement de 1611, la deuxième est datée de 1611 puisque c'est écrit dans le tableau. Et c'est deux œuvres d'une artiste hollandaise qui s'appelle Clara Peters, qui a vécu à la fin du fin du XVIe et début du XVIIe siècle. Et ces deux œuvres sont conservées au musée du Prado. Ça, c'est la première qui porte le titre de Table avec nappe, etc., etc. Alors, je vais essayer de vous faire un commentaire de cette œuvre d'abord, et ensuite je vous ferai un commentaire de cette œuvre aussi, qui, elle, est datée, parce que vous le voyez en bas, à gauche, elle est datée de 1611. Les deux appartiennent au Prado, et les deux sont conservés au Prado. Donc, je vais essayer de vous faire une lecture de ces deux objets. Donc, on est évidemment dans le baroque. Le plus simple, on est évidemment sur de la nature morte, on est évidemment sur du fuscum sumnigrum, c'est-à-dire que la toile est recouverte, c'est des panneaux d'ailleurs, c'est pas des toiles, c'est des panneaux. Les panneaux sont recouverts de peinture noire sur lequel la couleur va se déployer. Donc je vais essayer de vous faire une rapide description de ces objets et pour en faire une lecture, pour vous en faire une lecture symbolique. Donc, dans ce premier, qui est le premier tableau dont on va faire, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Donc on va faire une description rapide. On y voit une table en damassé, table objet précieux. Donc ça veut dire que tout ça est la description d'une table extrêmement riche et d'une table précieuse. Donc vous avez une nappe en damassé. Vous avez une très belle porcelaine en bas à droite qui est dite porcelaine de Krak, qui sont ces porcelaines qui étaient importées au XVIIe siècle de Chine. Donc de la porcelaine Ming, au sens propre. Ça vient du mot Krak, parce que c'était le nom d'un des bateaux qui faisait le commerce, ce bateau hollandais qui faisait le commerce, qui contient des olives, objet de luxe au XVIIe siècle. Ensuite de ça, vous avez un couteau, on fera un zoom sur le couteau, parce qu'il y a plein d'indices dans le couteau, extrêmement important, qui est dit couteau de mariage en argent massif, un plat en étain avec un pain, un autre plat en étain avec un grand gâteau, enfin une grande tourte travaillée, un troisième plat en étain avec 2 volailles rôties, cette fameuse salière qui était la signature de Clara Peters, puisque cette salière, on la retrouve dans plein de ses tableaux, salière avec de la fleur de sel, une coupe en bronze doré, à côté de la coupe en bronze doré, ce qu'on appelle un romer, qui est donc la transformation du mot latin vitrum romanum, qui a été dans toute l'Europe du Nord, ces grands verres qui étaient utilisés pour toutes les grandes fêtes et les grands lieux les grands espaces de repas et les grandes fêtes. Et puis à côté, vous avez une aiguière qui est en grès de Zibourg, qui est un autre objet assez riche dans la tradition hollandaise et la tradition allemande. Bon, tout ça pour dire, on est donc sur une description d'un objet extrêmement riche. On est sur une table riche, probablement de la grande bourgeoisie hollandaise, et qui désigne évidemment un nombre assez important de tous ces objets qui appartiennent à ce commerce, le bronze doré, les porcelaines chinoises de la dynastie Ming, etc., etc. La question, c'est de savoir comment on va commencer à comprendre les objets qui sont à l'intérieur. Donc, il y a plein d'objets qui sont des symboles allégoriques à l'intérieur de cette peinture. Alors, le premier, voilà, je voudrais qu'on s'approche un tout petit peu de ce couteau, puisque le couteau a une double fonction, c'est-à-dire que le couteau est la signature de la peintre, puisque vous voyez le nom Clara Peters dans la peinture, et que le couteau, vous avez à l'intérieur, alors il va falloir me croire sur parole, parce que même si j'ai une bonne image, mais là c'est quand même un peu pixelisé, le couteau contient 3 emblèmes, donc il y a 3 figures, il y a une figure féminine ici, une deuxième figure féminine ici, et il y a une troisième figure qui sont ici, et que toutes ces figures disent des choses extrêmement précises. La première figure qui est ici est une allégorie de la religion, puisque vous avez une croix qui est portée dans la main. La deuxième est une allégorie de la foi. Et ici, vous avez dans le petit médaillon, vous avez une main qui tient un cœur, et qui est donc le signe que c'est bien un couteau de mariage, et que tout ce que la peinture va montrer, c'est donc une représentation allégorique de l'expérience conjugale ou de la joie conjugale. On va le dire sous cette forme-là. Et donc, on serait sur une forme de la célébration d'une représentation d'un mariage
ou d'une joie, enfin ouais, d'un processus de mariage. Vous avez exactement la même chose avec toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez les silènes qui est là dans les guerres, qui renvoient à la question des désirs. Vous avez les griffons qui renvoient dans la symbolique et dans la symbolique religieuse, qui renvoient à la pureté des êtres. Et vous avez le sel qui lui aussi renvoie à la question de la pureté. Donc vous allez avoir le déploiement d'un tableau qui va désigner comme processus conjugal la question de la pureté, la question de la fidélité conjugale. Et c'est ça qui va se faire. Et alors, comment on va clôturer l'ensemble pour que ça se fasse? Eh bien, alors, on va le faire dans la lecture, c'est-à-dire la lecture de l'ensemble des éléments qui se font avec au centre évidemment le couteau. Et puis, vous allez avoir d'autres objets qui vont rentrer dedans, qui vont être les petites fleurs et les petits objets. Alors, dans ces objets, vous avez quoi? Vous avez la rose. Vous avez une rose qui est ici, vous avez des pétales de rose qui sont devant. La rose est toujours la représentation de l'amour et de l'intensité. Au premier plan, vous avez quoi? Vous avez des violettes. Les violettes, c'est un symbolique de la fidélité. Comme toujours, enfin, en tout cas, dans les tableaux de cette période, c'est toujours la symbolique de la fidélité. Vous avez l'orange, qui est la symbolique de la fécondité, et le sel, la symbolique de la pureté. Et puis, évidemment, vous avez le pain, qui est la symbolique de la communion. Donc, c'est-à-dire avec au centre un couteau qui est un couteau de mariage, c'est-à-dire probablement le couteau que Clara Peters a reçu au moment de son mariage, ou en tout cas la fiction fait qu'on peut le lire comme ça. Et donc ça veut dire que le tableau que vous voyez ici, le tableau est une immense allégorie de la fidélité conjugale. On a en couplet cet autre tableau qui a été fait dans la même période, toujours par Clara Peters. Et alors, c'est là où c'est assez étonnant, c'est que, en fait, en retravaillant sur ces tableaux, j'ai découvert que ces tableaux avaient deux fonctions allégoriques complémentaires et complètement opposées. Alors, si on fait une description de ce tableau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce tableau? On a toujours une table, la même chose, cette table est moins nappée et plus claire, enfin non pas plus claire d'ailleurs, parce que l'autre elle est assez claire aussi, mais du coup dans les mêmes tons. Mais en revanche, la tonalité générale du tableau est beaucoup plus claire. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a toujours un Grezziburg qui contient un bouquet de fleurs sur lequel je reviendrai parce qu'il est compliqué. Vous avez une grande céramique à Gaudron qui contient à l'intérieur 3 types de fruits secs, des amandes, des raisins secs et des figues, et qui contient des sucreries. Vous avez devant un hanap, qui sont ces grands vases qui étaient utilisés jusqu'au XVIIe siècle, qui viennent de l'allemand Knap, qui veut dire porter un toast et qui veut dire communier, qui sont ces grands vases cérémoniels qui étaient utilisés dans les grands banquets. Les gens se les passaient et il y avait un couvercle dessus pour éviter les formes d'empoisonnement. Et donc vous aviez le verre que vous passiez, chacun buvait dedans pour faire cette communion, donc qui est au centre avec un soldat au milieu et qui est posé au centre du tableau. À l'arrière, vous avez un verre avec un clairet, vous avez une aiguière en étain, et puis vous avez enfin une petite assiette en étain, à l'intérieur de laquelle vous avez deux objets importants. Vous avez un bretzel cassé. Le bretzel est toujours la symbolique de l'union et toujours la symbolique de l'amour. Et vous avez un spéculoos. Le spéculoos, c'est toujours la symbolique de la richesse, et qui indique là aussi, puisque c'est toujours la même chose, un immense travail sur la richesse et la démonstration de la richesse dans ce genre de tableau. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce tableau? La première chose, c'est si on fait une très rapide description du bouquet. Dans le bouquet, vous avez rose, tulipe, encolie, jonquille, narcisse, souci, campanule, anémone noire, et que toutes ces fleurs ont une problématique, c'est qu'elles sont parfaitement belles, elles sont parfaitement fraîches, mais au XVIe siècle, au XVIIe siècle, elles ne peuvent pas tenir dans le même bouquet, dans la même saison. C'est-à-dire qu'on est sur un truc qui excède la question de la temporalité et qui indique quelque chose dans une manière de représenter la richesse et surtout dans une manière de fabriquer une représentation du désir ou une représentation de la projection. C'est-à-dire que voilà, vous avez entre le narcisse et la jonquille et la rose, même si vous avez un printemps qui est bien joli, c'est quand même un peu compliqué de faire tenir toutes ces choses entre elles. Donc le bouquet, il est dans la tradition la plus parfaite de la tradition du XVIIe, c'est-à-dire vous faites une nature morte avec un bouquet, et ce bouquet n'est pas là pour représenter la réalité, il est là pour représenter votre désir et votre richesse. Il est donc une sorte de... Voilà. Et donc vous avez en diagonale tout ce qui va représenter la richesse dans ce tableau, le bouquet, la nappe et le spéculoos. Et là, vous avez cette grande ligne qui dit effectivement l'expérience de la richesse, et qui est coupée, donc en autre diagonale, qui est coupée avec le vin au fond et la nappe devant, qui renvoie à la question de l'ivresse et qui renvoie à la question de la célébration et de la communion.
Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est sur la table. Alors, sur la table, en fait, c'est là où il va falloir regarder ce qui est sur la table. Parce que, sur la table, vous avez quoi? Donc, vous avez ces biscuits, donc le spéculoos qui dit la richesse, le bretzel qui dit l'amour, si le bretzel est cassé, qui dit la rupture amoureuse, et vous avez dans la céramique à gaudron, vous avez un certain nombre d'objets, dont les petites sucreries blanches, mais surtout, vous avez 3 fruits secs qui renvoient évidemment aux ordres mendiants et qui renvoient à l'expérience de la pauvreté. Donc vous avez là, effectivement, là aussi, une relation compliquée entre ce qui est riche et qui va devenir pauvre, ou ce qui est pauvre et qui va devenir riche. Alors que tous ces fruits secs sont des fruits secs qui coûtent extrêmement cher en Hollande pour ça. Mais en tout cas, vous avez une représentation de ça et de la question de la richesse et de la puissance à partir de ces objets. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse pour comprendre ce tableau, c'est ces 3 objets qui sont là, c'est-à-dire les 3 fleurs qui sont représentées sur la table. Dans l'ordre ou pas, vous avez une rose, un pavot, une pivoine et une fleur de bourrache. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là aussi, il faut se référencer à toute la question iconologique et toute la question de la symbolique du XVIe et de comprendre ce que ça veut dire. Alors, toujours la même chose, la rose, ça représente l'amour. Alors là aussi, c'est des fleurs qui ne peuvent pas tenir dans la même saison. Absolument impossible, parce que vous ne faites pas tenir une pivoine avec une rose. Encore que ça peut tenir, mais c'est compliqué, et pas avec un pavot, en tout cas, ça c'est sûr. Donc là aussi, il y a un problème de saisonnalité, mais ça représenterait effectivement quasiment les 4 saisons. Et puis surtout, il y a une question d'une valeur symbolique. La rose représente l'amour. Ça, c'est absolument l'amour éternel. Non, c'est l'amour tout court. C'est le pavot qui représente le repos éternel. Le pavot représente la mort et le repos éternel. La pivoine représente les sentiments et la timidité. C'est une pivoine rose qui représente donc cette timidité amoureuse et cette timidité du sentiment. Et la bourrache représente la violence. La bourrache est dans la symbolique du Moyen-Âge et Renaissance et baroque, la question de la violence. Et donc, vous avez, à partir de ça, on refait donc de manière considérable, en totalité, cette question-là. C'est-à-dire que là, vous aviez une représentation allégorique de la fidélité conjugale, et là, vous avez en fait une représentation allégorique de l'amour et de la déclaration amoureuse. Et vous avez tous les éléments qui se placent à l'intérieur de ça, dans cette relation amoureuse et dans cette relation, la possibilité de la rupture, la possibilité de la déclaration, la possibilité de l'ivresse, la possibilité de la richesse, la possibilité de la pauvreté, etc., etc. Et puis cette question de ces 4 étapes de l'amour, c'est-à-dire les sentiments, l'amour puissant, la violence et la mort. Et vous avez donc une sorte de démonstration par symbolique de ce qu'on va appeler une représentation de la relation amoureuse en 4 temps. Et donc, vous avez donc 2 grands tableaux qui sont totalement 2 tableaux allégoriques, au-delà d'être une représentation de la richesse ou du commanditaire ou de Clara Peters en elle-même. En tout cas, représentation de la richesse, mais surtout, vous avez un objet qui représente 2 figures allégoriques. Figure allégorique de la fidélité conjugale et représentation allégorique du désir amoureux.